grandes gueules sur RMC, RMC Story. Nous sommes avec Zora Habitant, avec Laurence Fournier, Monsieur Anas Kazib, et il est l'heure d'accueillir notre invité pour le grand oral. RMC. Le grand oral des grandes gueules. Virginie Pradel. Bonjour Virginie Pradel. Impômania, l'absurdité fiscale française. Vous saurez enfin pourquoi vous payez 1000 milliards d'euros par an. Le livre est aux éditions de l'Observatoire. Oui. Bienvenue. Merci. Arrêtons-nous un instant déjà sur ce chiffre. 1000 milliards d'euros par an, c'est ce que nous payons tous en impôts, mais pas seulement les impôts directs. Non, il y a les cotisations, en fait, il y a tous les prélèvements obligatoires, parce que souvent on raisonne qu'en termes d'impôts, et en fait, il faut raisonner en termes de prélèvements obligatoires, à savoir les impôts, les taxes, les cotisations, mais aussi toutes les contributions, les versements, les participations, les coefficients de solidarité, etc. Et malheureusement, nous avons dépassé le cap des 1000 milliards d'euros de prélèvements obligatoires en 2017. Pour vous donner une idée, c'est 300 milliards d'euros de plus qu'en 2002. Donc ça flambe, ça flambe, ça flambe. Et forcément, quand le gouvernement nous dit qu'il n'a jamais autant baissé les impôts, il faut relativiser parce que les impôts n'ont jamais été aussi élevés, mais les impôts au sens large. Et où vont-ils ces impôts, pardon? Où vont-ils? L'affectation de ces prélèvements, alors? C'est aussi le problème, c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je pense qu'il y a deux problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a trop de prélèvements obligatoires, trop d'impôts, etc. Mais surtout, les Français sont extrêmement frustrés parce qu'ils ne savent pas à quoi servent les impôts. Enfin, c'est quand même sidérant. On lit des rapports où le Sénat nous dit qu'il y a des milliers de ponts qui sont sur le point de s'écrouler. Les urgences sont en grève. On voit que il manque des fonctionnaires. Enfin, il y a pas de fonctionnaires là où les Français. Ils se plaignent d'un manque de moyens. Les policiers, les enseignants, les urgentistes, et pourtant il y a 1000 milliards d'euros d'impôts sur la table. Voilà, exactement. Donc la question que tout le monde se pose, et les gilets jaunes en premier, c'est mais que fait-on avec tous ces impôts? Que fait-on avec tout cet argent? Et bien entendu, on sait qu'il y a une gabegie aussi institutionnalisée qui est un petit peu insupportable. Je vous donne un exemple qui va être caricatural, mais par exemple, on nous dit qu'Édith Cresson a un chauffeur depuis 30 ans parce qu'elle a été Premier ministre pendant quelques mois. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui exaspère énormément les Français. Et c'est devenu inaudible. Et voilà. Et en fait, j'ai écrit ce livre parce que je pense qu'il faudrait un sursaut en fait de transparence. Je pense que c'est la moindre des choses dans un pays qui se targue d'être un pays démocratique. Il faudrait que les Français comprennent non seulement ce qu'ils paient, parce que force est de constater qu'aujourd'hui, et je pense que vous ferez le même constat que moi, c'est que personne ne comprend plus rien. Ouais. Personne... Oui, mais Virginie Pradel, ce sont nos responsables politiques qui ont complexifié ces impôts, ces prélèvements en inventant la CSG, la taxe carbone, toujours pour de bonnes raisons. Mais finalement, on accepte, on est aussi complices. Ces responsables politiques, on les a mis là, on a voté pour eux. C'est sûr qu'on est dans une démocratie représentative, mais c'est aussi ce dont je parle énormément dans le livre. C'est pour moi, il y a une défaillance de nos représentants du Parlement, mais je pense qu'il est aussi pris au piège. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il ne comprend même plus. Enfin, moi, j'ai parlé avec beaucoup de parlementaires qui me disent qu'ils sont complètement démunis en fait face à la complexité fiscale. C'est-à-dire que les députés eux-mêmes ne comprennent plus mais il y en a beaucoup la machine. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne comprennent pas, et d'ailleurs qu'ils n'ont jamais cherché à comprendre. Mais ils vont quand même voter le budget là. Ils vont voter le budget, mais voilà, ils votent des choses qu'ils ne comprennent pas. Et je pense qu'il n'y a que quelques fiscalistes aujourd'hui qui sont en mesure de comprendre la rédaction. Non, mais pas tout. Parce que vous-même, vous reconnaissez qu'en tant que fiscaliste, ayant de l'expérience, vous êtes paumé, quoi, aujourd'hui. Vous avez du mal à vous y retrouver. Tous les fiscalistes, moi, le premier stage que j'ai fait, j'étais avec un grand fiscaliste qui m'a dit, Virginie, la première chose à savoir quand on fait de la fiscalité, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait rien. C'est-à-dire qu'on est tous en train de naviguer, on est tous en train d'essayer de survivre, mais les professionnels en premier. Aujourd'hui, tout le monde est perdu. On est arrivé à un niveau de complexité qui dépasse l'entendement humain, et je pense qu'il faut sortir de ça parce que le système est insoutenable et on ne peut pas rester dans un système... Avant Zora, simplement, Darmanin a confirmé quand même qu'ils allaient baisser les impôts, là, 5 milliards d'euros de baisse. C'est ce qu'il a dit, ministre du budget à Bourdin tout à l'heure. Alors, on subit tous la propagande de ce gouvernement et des précédents aussi. Je veux pas jeter la pierre que sur ce gouvernement. Mais quand vous regardez les baisses d'impôts qui ont été annoncées, c'est des baisses d'impôts gonflées à l'hélium. Ça veut dire que déjà le gouvernement se targue de baisser la CSG pour les retraités alors que c'est lui-même qui l'a augmentée. Enfin, moi je veux bien qu'on l'applaudisse, mais c'est quand même exceptionnel. On a aussi un petit problème de sincérité. Ça veut dire qu'au début, la suppression de l'ISF avait été estimée comme baissant les impôts de 3,2 milliards. Entre-temps, ça a été réévalué parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, l'IFI allait rapporter beaucoup plus parce que forcément, les propriétaires allaient trinquer. Et quand vous regardez le projet de loi de finances que j'ai regardé, le gouvernement est resté sur l'évaluation de base. Donc il y a un problème de sincérité. Alors, 3 questions rapides. Et là, c'est purement factuel. Moi, j'ai juste une question. Alors,
vous, dans votre livre, vous détaillez assez bien cette espèce de labyrinthe fiscal qu'on subit tous à des niveaux différents. Mais vous continuez tous à nous faire des bouquins où de toute façon on va encore rien comprendre. Donc quand est-ce que quelqu'un pourra donner aux Français un outil pédagogique bien fait, simple, où il lui dit, parce qu'il y a des trucs assez énormes, quand on voit toutes les agences publiques, etc., qui coûtent, mais un bras, c'est pas 1 milliard, ça va jusqu'à 28-30 milliards. Mais si quelqu'un se met à expliquer de manière pédagogique combien on paye, où va l'argent et à quoi il sert, peut-être là, les Français se sentiront peut-être plus investis et peut-être qu'au moment des élections, ils demanderont à chaque candidat de donner très précisément le détail parce qu'ils sauront. Or, à chaque fois, vous nous faites tous des livres passionnants et à la fin, on les... Il se passe rien. Madame Pradel, elle n'est pas élue, Virginie. Non, mais je suis Pradel. d'accord. Je suis d'accord. Les spécialistes. Mais je trouve que la remarque est très intéressante et en fait, moi, je n'ai pas les moyens de dire aux Français exactement où va. Mais l'information, vous ne pouvez pas nous la donner plus de manière. Mais non, mais en fait, Ouais, je pense que les Français doivent se battre pour obtenir plus de transparence fiscale. Ce n'est pas moi, malheureusement, qui peut offrir la transparence. J'aimerais bien. Mais en fait, je pense que les Français doivent se battre. Et d'ailleurs, les révolutionnaires se sont battus pour ça. Hein. C'était quand même une grande promesse de 1789 de dire que les Français avaient le droit de déterminer les prélèvements et de suivre leur emploi. On est aussi revenu sur une autre promesse, c'est celle de l'égalité devant l'impôt. Hein, aujourd'hui, on est passé à l'égalité par l'impôt. Le problème, c'est que l'égalité devant l'impôt, c'est un principe républicain et l'égalité par l'impôt, c'est un principe communiste qui nuit, pour moi, gravement à la République. Alors, on a un révolutionnaire, Monsieur Kazib. Ouais, j'essaye. Non, mais j'ai trouvé déjà d'une part votre livre très intéressant et je pense que je continuerai à le lire parce qu'il y a plein d'éléments chiffrés, etc., qui pourront servir sur d'autres thématiques. C'est vrai que le problème, moi, je suis pour l'impôt, mais le problème, je pense, de la plupart des Français, c'est qu'on ne sait pas à quoi, et je pense que c'est ça le truc fondamental de ce livre-là, c'est on ne sait pas à quoi ça sert, et non pas uniquement cette question. On n'est pas d'accord avec l'utilisation de l'impôt aussi, d'accord ? Parce que le mouvement des Gilets jaunes, ce n'est pas juste une histoire de taxe, c'est qu'à un moment donné, c'est une taxe qui vient pour pas grand-chose, en fait. Moi, je m'explique. Enfin, lorsque moi, j'apprends que je paye avec les Français, contribuables, pardon, parce qu'il y a des gens qui cotisent et malheureusement qui sont pas français, 10 000 € pour le coiffeur de François Hollande chaque mois, ça m'énerve. Je vais vous donner un exemple. Moi, je suis nouveau propriétaire sur ma ville, j'ai un appartement F4, je paye 2014 € de taxes foncières, 2014 €, alors que je gagne 1600 € par mois. Vous imaginez les fois où j'ai demandé la crèche sur les taxes foncières, 3 refus sur les crèches, pour le sport, pour mes enfants dans la ville, refusé, je paye la cantine. Enfin, à un moment donné, lorsque tu payes et que tu as le droit à rien, tu peux rien utiliser, ça pour moi, c'est problématique. Surtout particulièrement les classes moyennes, parce que Anna, c'est vraiment typiquement la classe moyenne. Oui. On paye beaucoup. Alors bien sûr qu'il y a quand même l'école gratuite, etc. Mais on a l'impression qu'il n'y a jamais, on n'a pas forcément retour sur investissement. Pourquoi les taxes foncières augmentent là en ce moment ? Parce que c'est les cibles les plus aisées, hein, et c'est d'ailleurs les catégories en fait que je décris, parce qu'on sait qu'il y a des boucs émissaires spécifiques, donc les consommateurs, les propriétaires. Macron, il n'aime pas les propriétaires. Hein. Il n'aime pas les propriétaires parce que déjà de toute façon, qu'ils les aiment ou qu'ils les aiment pas, une chose est certaine, les propriétaires sont les personnes les plus faciles à taxer parce que malheureusement on ne part pas à l'étranger avec sa maison. Donc c'est quand même un public très facile à taxer. Et d'ailleurs aujourd'hui on a eu des chiffres assez accablants. La taxe foncière a grimpé de 80% en 10 ans à Paris. Hein, il y a d'autres villes où c'est 60, 70, 50%. Voilà, pris 200 € en 4 ans. Et voilà. Et là, Hidalgo dit, je n'augmente pas les impôts, mais si, en fait. Ah, mais bien sûr que ça augmente. Mais on est dans un système de vases communicants. En fait, ça baisse pour certains et ça augmente pour les autres. Et l'impôt sur le revenu, c'est pareil. On nous dit que ça va baisser de 5 milliards pour quelques-uns, mais qu'on va supprimer les niches fiscales, on va augmenter les cotisations pour les retraités. Alors apparemment, ils sont revenus dessus, mais aussi pour les micro-entrepreneurs. Donc en fait, on est toujours dans un système où le bonheur fiscal des uns fait le malheur des autres et c'est insupportable. Qui décide du montant de la taxe foncière ? C'est les collectivités. Alors là, justement, j'ai une réflexion. J'ai lu votre livre qui était très intéressant. Je trouve qu'on ne met pas assez en évidence le poids des collectivités sur l'impôt. Parce qu'en réalité, on paye énormément d'impôts à l'échelle locale.
régionales. Et je trouve que collectivement, on se tourne très facilement contre notre gouvernement, notre président, quel qu'il soit, que ce soit celui de maintenant ou d'avant ou d'après. Et on se retourne rarement contre notre maire, le conseil régional, les collectivités locales. On leur demande pas de nous rendre... Non, mais on leur demande jamais de nous rendre des comptes. À côté de ça, tu vois des ronds-points qui poussent comme des champignons qui ne servent à rien. Tu vois des fleurs qui changent tous les 15 jours. Moi, je change pas les fleurs tous les 15 jours dans mon jardin. Donc, tu fais des gars qui arrivent avec des charrettes entières de fleurs. Tu dis, mais on les enlève déjà, ces fleurs. Tu comprends pas pourquoi. Tu vois des arrosages qui courent toute la journée sur les espaces publics. Tu vois des tontes qui ne servent à rien. Enfin, tout cet argent est utilisé. L'argent, il est bien public. Il est payé par tous, en plus, contrairement à l'impôt sur le revenu, où effectivement, il y a des gens qui sont dispensés d'impôts. En général, les taxes locales, on les paye. C'est-à-dire le ramassage des... Moi, je paye le ramassage des poubelles très cher. C'est ramassé que tous les 15 jours, mes poubelles. Donc, à un moment donné... 15 jours ? Oui, tous les 15 jours. Et tu payes combien ? Ah ben là, je viens de déménager, donc je ne peux pas dire, mais les années précédentes, tu paies à la levée. Donc j'avais droit à 13 levées par an, donc une par mois. 13 levées par an. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On met pas assez en perspective la question de la compétence fiscale, parce que bien sûr, c'est pas que le gouvernement qui prélève. Mais force est de constater aussi qu'il y a les dotations notamment qui baissent, mais il y a aussi un transfert de compétences du gouvernement aux collectivités. Je prends par exemple la taxe inondation. C'est quelque chose qui a été géré par le gouvernement avant et qui a été transmis aux EPCI. Donc en fait, peu importe, allez-y. Bon, les EPCI qui sont maintenant en charge de gérer le risque inondation, mais qu'est-ce qu'a dit le gouvernement ? Il a dit, moi je transfère la compétence, à charge pour vous de créer un impôt si vous n'avez pas les fonds disponibles. Bien sûr qu'ils vont créer un impôt parce qu'ils ne peuvent pas prendre en charge du jour au lendemain une nouvelle compétence. Et juste pour rebondir sur une dernière chose, je suis d'accord avec vous, on parle beaucoup de l'impôt sur le revenu, on parle beaucoup de certaines taxes, et justement j'ai écrit ce livre pour parler de tous les impôts dont on ne parle jamais, les impôts sur la consommation. On sait que c'est des impôts régressifs qui touchent principalement les plus démunis, ceux qui ont le moins de revenus. Et je trouve ça complètement aberrant qu'on ne parle pas assez des taxes sur l'électricité, etc. La réforme fiscale, elle n'aura jamais lieu parce que déjà il faut se mettre d'accord sur quelle réforme, et tout le monde n'est pas d'accord. Il faut s'attaquer à une machine infernale que même les députés n'arrivent plus à maîtriser. Donc cette fameuse réforme fiscale qui revient régulièrement à chaque campagne présidentielle. Alors Macron l'a pas promis, donc de toute façon il la fera pas. Mais Hollande et Jean-Marc Ayrault en avaient parlé en tant que Premier ministre, finalement il l'a pas fait. Elle n'aura jamais lieu. Mais tout est une question de volonté politique. Emmanuel Macron a réformé la fiscalité du capital. On est revenu à ce qui existait avant Hollande. C'est pas non plus exceptionnel, mais il a quand même simplifié la fiscalité du capital, qui aujourd'hui est très lisible, très simple. Et la question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'arrêtait là ? Donc c'est pourquoi alors, selon vous ? Parce qu'il n'avait pas envie de s'attaquer à l'impôt sur le revenu. Mais pour moi, c'est une question de volonté politique. Quand vous voulez vraiment changer les choses, vous le faites. La fiscalité du capital, c'est excessivement complexe. Donc quand on veut, on peut. Je ne prétends pas donner toutes les solutions dans ce livre, mais je pense qu'il y a des pistes qui devraient être envisagées, notamment l'idée de consultation fiscale citoyenne, encore basée sur l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que tous les contribuables ont le droit de déterminer, de suivre l'emploi de leurs des prélèvements. Ça existe aux États-Unis. Aux États-Unis, quand il y a des élections, les gens ont le droit de poser des questions fiscales. Mais le problème, c'est que de toute façon, ils ne veulent pas le faire. Pourquoi ? Parce que derrière, il n'y a pas que l'impôt en réalité, il y a un certain nombre de choses. Tu ne sais pas ce que tu as le droit à travers socialement, le RSA, les CAF, etc. Il y a tellement de choses en fait auxquelles on a le droit. Moi, il y a un ami qui me disait que tu avais le droit à des aides pour changer de machine à laver. Il y a des choses qui peuvent se demander dans les offices HLM pour pouvoir, lorsqu'on fait des réflexions de peinture, etc. Il y a plein de choses. Mais en fait, ils complexifient pour que derrière, ça passe à l'as en fait. Par contre, et c'est ça le problème, moi, pourquoi je veux changer de société et je veux faire en sorte que ça soit les ouvriers, etc., les prolétaires qui galèrent, qui payent, qui puissent, parce qu'il te faut un comptable. Parce qu'à un moment donné, si t'as pas un comptable, si t'as pas des avocats autour de toi, des juristes, des gens pour pouvoir étudier le code du travail, la fiche de paye, c'est, je crois, peut-être l'élément le plus incompréhensible, mais volontairement, parce que, et au final, on va te supprimer des cotisations, on te dit, chouette, tu vas avoir sur le net. Justement, c'est ce que vous dites. C'est justement, parce que ça rejoint ce que tu dis, la taxation excessive du travail, elle génère aujourd'hui tous les effets pervers possibles et imaginables. Déjà psychologiquement, bien sûr. Parce qu'on se dit, normalement je devrais gagner ça et puis finalement je me retrouve avec ça. Et en plus derrière je vais encore payer des impôts. Mais surtout personne ne comprend comment est calculé son impôt sur le revenu. Et je pense que il n'y a pas deux personnes en France qui paient le même impôt sur le revenu, parce que forcément vous avez des dizaines de niches fiscales. Et là on est vraiment on est dans l'inégalité devant l'impôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en mesure d'avoir des avocats, d'utiliser des niches fiscales, et tout le reste, forcément il paie plein c'est pas forcément négatif. Il y a des niches fiscales qui favorisent l'emploi. Et quand on supprime une niche fiscale, on augmente l'impôt.
de ceux qui sont concernés. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en fait, on est dans un système complètement absurde avec cet impôt progressif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a augmenté le taux d'imposition marginal. Alors, marginal, c'est-à-dire maximal. On est quand même au sommet au niveau de l'OCDE. On est à plus de 56%. Ce que j'explique aussi dans le livre, c'est qu'il y a l'impôt sur le revenu dont on parle tout le temps, mais il y a aussi la CSG qui est payée par tout le monde et même par les smicards. Un smicard paie 100 € à peu près. Les retraités aussi. De CSG, les retraités, même les chômeurs. Donc, tout le monde paie cette CSG qui est un impôt qui pèse sur le revenu. D'accord, ça s'appelle pas impôt sur le revenu, mais c'est un impôt qui pèse sur le revenu. Rocard avait dit que c'était temporaire. Rocard, quand il l'a mis en place, c'était temporaire, mais c'est comme la réforme de 93. On a la coexistence de 4 impôts sur le revenu. Alors là, par contre, c'est une spécificité française. Vous n'avez pas des pays où il y a 4 impôts sur le revenu. En France, il y en a 4. Donc déjà, l'idée, si on voulait simplifier, on fusionnerait les 4. Mais les 4, attendez, parce que donc la CSG... CRDS, la CRDS qui est aussi payée par tout le monde, même les personnes qui sont en RSA, l'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Donc en fait, on a 4 impôts sur le revenu. On est seul au monde à avoir ça. Ma chère Virginie Pradel, c'est sur cette spécificité française de 4 impôts sur le revenu, champion du monde, que nous terminerons. Merci Virginie Pradel. Impômania à lire aux éditions de l'Observatoire. On se retrouve demain entre 9h et midi. Marianne Soubré, Didier Giraud, Jérôme Marty et la journaliste, essayiste, réalisatrice Caroline Forest pour ce film Sœurs d'armes. Passez une bonne journée et rendez-vous demain dès 9h pour le coup d'envoi des GG des Grandes Gueules. RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.